C'est avec une immense douleur que nous rendons hommage à notre collègue Frédéric Leclerimoff qui est mort aujourd'hui sur le terrain en Ukraine. Vous connaissez son nom, nous l'avons cité des centaines de fois à l'antenne. Vous connaissez aussi peut-être son visage. Frédéric avait participé à l'émission Reporter de guerre que vous pouvez voir le week-end sur BFM TV. C'était sa deuxième mission en Ukraine. L'armée russe a tiré sur le véhicule d'évacuation où il se trouvait avec Maxime Brandstetter et leur traductrice et journaliste Oksana Leuta. Maxime est légèrement blessé, Oksana indemne. Nous allons vous raconter ce soir le collègue qu'était Frédéric. Il avait un regard si particulier, expliquer à quel point ce métier est central aujourd'hui pour vous informer sur la guerre, une évidence qu'il fait bon rappeler, et faire le point évidemment sur la situation en Ukraine. D'abord, voici qui était Frédéric Leclerimoff. Ce sont les mots d'Yves Comte. La réalité de la guerre, Frédéric avait choisi de la raconter avec ses images. Il y a des bombardements en permanence ici. Comme la semaine dernière à Bilozyrka, un village à 1 kilomètre de la ligne de front, où avec son binôme Maxime, il avait pu suivre des soldats ukrainiens. Dans leur reportage, au milieu des débris, ils nous montraient aussi ces dessins d'enfants offerts à ces militaires pour adoucir un peu leur quotidien. Merci pour les nuits tranquilles et pour avoir sécurisé notre ciel, pour votre bravoure. Merci pour tout ce que vous êtes. Nous vous respectons énormément. Nous prions et demandons à Dieu qu'il vous protège. Vous êtes nos héros. Frédéric travaillait depuis 6 ans à BFM TV. C'était sa deuxième mission en Ukraine. Déjà, il y a un peu plus d'un mois, avec Maxime Brandstetter, il filmait les évacuations de civils qui avaient dû fuir l'horreur de Mariupol. Les rencontres qu'on a pu faire dans différentes villes, à Dnipro ou ici à Zaporijjia, d'enfants qui sont traumatisés mais qui continuent aussi à vivre leur vie d'enfant, qui veulent jouer, qui veulent sourire. Et aujourd'hui, nous avons rencontré dans un shelter souterrain 2 petites filles qui, quand elles nous ont vus avec le matériel, la caméra et le micro, se sont précipitées vers nous pour jouer avec nous, rigoler. Tout dernièrement, l'équipe se trouvait dans la région de Severodonetsk. Aujourd'hui encore, Frédéric filmait l'évacuation d'un convoi de civils lorsqu'il a été victime d'un éclat d'obus. Il avait 32 ans. Alors, on continue à lui rendre hommage avec Antoine Forestier. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Vous êtes collègue de Frédéric et ami. On parlera de lui, des tournages que vous faisiez avec lui, notamment de la mission aussi Commando que vous aviez fait il n'y a pas longtemps avec Frédéric. Bonsoir Ulysse Gosset. Bonsoir. Bonsoir, rebonsoir Patrick Sauce et bonsoir Michel Goya. À distance, nous retrouverons Olivier Weber, écrivain, grand reporter et correspondant de guerre. Vous êtes rentré d'Ukraine il y a 3 semaines. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. La dernière information qui nous parvient, Patrick, le parquet antiterroriste ouvre une enquête sur ce drame. Quelles sont les informations que nous avons jusqu'ici ? Une enquête pour atteinte volontaire à la vie d'une personne protégée par le droit international des conflits, un journaliste, attaque délibérée contre des personnes civiles ne prenant pas part aux hostilités, attaque délibérée contre des personnels ou véhicules employés dans le cadre d'une mission humanitaire. Ça rejoint les propos de la ministre des Affaires étrangères qui parlait d'un double crime contre un journaliste et contre un convoi humanitaire. Alors, l'ouverture d'une enquête par le parquet national antiterroriste est classique dès lors qu'un ressortissant français trouve la mort dans un attentat ou lorsque une armée étrangère décide de faire un crime de guerre. Alors c'est moi qui le dis, parce que je le pense, mais évidemment la justice devra le vérifier. Ce sont les juges ukrainiens, là aussi c'est Catherine Colonna qui le disait, qui vont mener cette enquête de façon extraordinairement difficile, parce que nos collègues sont revenus, Maxime et la dépouille de Frédéric sont revenus un peu à l'ouest, mais il faut repartir pour les enquêteurs dans une zone qui est sans doute la plus dangereuse aujourd'hui de l'est de l'Ukraine et dans le Donbass, pour faire un travail d'enquête policier au milieu des bombes. Il y aura sans doute une aide du renseignement américain, satellite, qui pourra donner un petit peu l'endroit d'où est parti ce projectile, un obus, un missile, une roquette. Si ce n'est pour avoir derrière les barreaux ceux qui ont fait ça, au moins pouvoir dire, même si on sait que ce sont les Russes, au moins pouvoir les nommer, ça c'est important pour nous et surtout pour sa famille. On va écouter justement la ministre des Affaires étrangères qui est en ce moment en Ukraine et qui parlait de double crime. Cette journée est malheureusement endeuillée par ce drame qui est en réalité un crime, puisque
un convoi d'évacuation a été attaqué et un journaliste qui faisait son métier a été tué. Il y a quelques blessés, mais tout d'abord, je voulais dire que je vous présente mes condoléances à sa famille, à ses amis, mais aussi à vous, votre profession. On a besoin de la presse pour nous informer, pour que chacun sache ce qui se passe. Elle dit double crime et on se demande si c'est un crime de guerre parce qu'il s'agissait d'un bus blindé servant à évacuer des civils. Il y avait une équipe de journalistes dedans. Oui, en fait, c'était une mission organisée par les Ukrainiens, par l'armée ukrainienne. Ils étaient embarqués, entre guillemets, pour effectivement faire un reportage sur l'évacuation des civils qui fuyaient la zone de Sévérodonetsk, qui est bombardée de façon extrêmement dure, intense par l'artillerie russe depuis maintenant plus de 10 jours. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de civils qui étaient en train de partir. Et au cours de ce trajet, eh bien, il y a eu des tirs d'obus et un éclat d'obus a pénétré, a percé le blindage de ce gros camion, en fait, dans lequel il se trouvait. Heureusement, il n'y a eu une seule victime, mais ça aurait pu être encore plus grave. Mais c'est vrai que cette tragédie qui nous frappe ce soir a vraiment, je dirais, un aspect terrible parce que il n'était pas reporter au front en train de filmer, par exemple, les artilleurs ukrainiens qui tirent sur les Russes ou en train de suivre une mission commando de l'armée ukrainienne. Il était en train de filmer un convoi humanitaire. Donc, effectivement, crime, parce qu'un journaliste a été tué, et crime de guerre, car effectivement, c'était un convoi humanitaire. Or, les conventions interdisent de tirer et de faire feu et de viser spécifiquement les humanitaires, ceux qui aident les civils et les civils qui s'enfuient. C'est un crime de guerre, effectivement, dont il est victime aujourd'hui. C'est le 8e journaliste qui a été tué dans l'exercice de ses fonctions depuis la guerre qui a commencé le 24 février. Il y a eu des Ukrainiens, bien sûr, il y a eu un Américain, il y a eu des Russes aussi, et puis le premier Français qui meurt. Frédéric, c'est l'honneur de la profession. Il était jeune, il était trop jeune évidemment pour mourir, mais il croyait profondément que son travail avait une utilité, justement, c'était celle de documenter la guerre, sans prendre parti, mais simplement en montrant les images de ce qui se passe vraiment. Et c'est très important parce que dans ce conflit où on assiste tous les jours à une guerre de propagande extrêmement intense, eh bien, la force des images et les témoignages qu'il recueillait nous permettaient à nous, en studio à Paris, justement de décrypter et de démontrer ce qui approchait de la réalité qu'ils avaient vécue eux-mêmes. Donc, c'est effectivement une tragédie pour la rédaction de BFM TV, mais c'est aussi extrêmement difficile pour l'ensemble de la profession qui est en Ukraine. D'ailleurs, des équipes de BFM sont en route pour rejoindre l'Ukraine aujourd'hui même, parce qu'on sait que les journalistes sont des cibles et que les tirs des Russes ne viennent pas par hasard. Quand ils tapent des immeubles civils, des appartements, des écoles, des maternités ou des centres de presse, eh bien, effectivement, on se dit qu'il y a une volonté d'empêcher que l'information ne circule. Et c'est pour ça que c'est à la fois un crime très grave, mais c'est aussi très préoccupant parce que sans les journalistes qui sont sur le terrain en première ligne, eh bien, on ne saurait pas ce qui se passe vraiment dans cette guerre. Il y a les mots de sa mère, il était très engagé et je suis fière de ses choix. Olivier Weber, merci d'être avec nous. Vous êtes rentré d'Ukraine il y a 3 semaines, je le disais tout à l'heure. Ça me faisait penser à cette phrase de Patrick Chauvel, si on n'était pas utile, est-ce qu'on essaierait de nous flinguer ? Oui, je crois qu'il y a une stratégie délibérée de la part de l'armée russe, évidemment, d'avoir une guerre à huis clos, une guerre sans témoignage, une guerre où on ne peut pas dénoncer les crimes de guerre, et j'ajoute les crimes contre l'humanité, qui sont à peu près les mêmes crimes, mais dans une autre dimension peut-être plus collective. Et effectivement, comme le disait à l'instant Ulysse Gosset, totalement réprimandé par ce qu'on appelle les conventions internationales de Genève, donc les 4 conventions et leur protocole additionnel de 1949. Et oui, donc il y a d'une part un ciblage délibéré des journalistes lorsqu'ils sont repérés. Je pense à ce journaliste ukrainien Maxime qui a été tué, Levin, donc tué près de Irpin au début de la guerre. Et deuxièmement, les convois humanitaires, c'est vrai, sont ciblés également. Donc on a effectivement un double crime de guerre. Et on sait aussi que témoigner quand on est humanitaire, quand on est par exemple membre d'un convoi de la Croix-Rouge internationale qui dirige certaines opérations ou qui tente de le faire
depuis Mélitopol ou d'autres villes aux mains donc, des Russes, eh bien là aussi, il y a une volonté de témoignage. Or, les Russes ne veulent pas effectivement qu'il y ait témoignage. Donc effectivement, c'est périlleux d'être journaliste sur le terrain, mais ça peut être aussi bien sur la ligne de front qu'à l'arrière, puisque effectivement, comme ça a été dit précédemment, il y a, comment dirais-je, des tirs totalement sans discrimination, on va dire, parce que c'est aléatoire, parce que la politique de l'armée russe, c'est aussi de faire une tactique de la canonnade, donc de tirer de loin sur des villes, au hasard, et pas toujours au hasard, mais aussi au hasard. Et effectivement, les victimes civiles sont nombreuses de ce côté-là. Patrick, je voudrais aussi qu'on raconte les coulisses. Comment les reporters en ce moment en Ukraine s'organisent? Quel dialogue on fait avant d'aller à tel endroit? Quelles précautions on prend aujourd'hui? Ce n'était pas une tête brûlée. Moi, j'en connais pas des têtes brûlées. J'en ai peut-être vu au début de ma carrière, qui est pas si lointaine que ça quand même, mais dans les médias occidentaux, j'en ai pas vu. Tout simplement parce qu'à BFM TV, plus qu'ailleurs, on n'a pas de reporters de guerre. On a des reporters tout court qui parfois partent sur des zones de guerre et puis le reste du temps font tous les sujets du quotidien. Enfin, il n'y a pas une différence sur BFM TV à l'antenne. Entre Maxime Brandstätter et d'autres, parce que Maxime, par exemple, la plupart du temps, travaille au service police-justice, vous voyez, donc il y a déjà ça, donc pas de tête brûlée, et ensuite, avant même de partir, il y a à la fois des propositions qui peuvent venir des chefs, ou du volontariat, ce qui était le cas de Fred, derrière. Le mur est fantastique derrière vous, j'espère qu'on le verra assez souvent, parce qu'on voit les images de Fred souriant, et une fois qu'on s'est mis d'accord, parce que... pour une mission, on peut se dire « je le sens pas », et puis pour celle d'après, oui, je le sens. On se met d'accord aussi un peu sur la composition de l'équipe quand même, c'est important. Ça faisait 2 fois qu'ils partaient ensemble, Max et Fred, parce que ça s'était très bien passé la première fois et il faut se faire confiance dans ces cas-là. Ensuite, on part. Pour l'Ukraine, la route est un peu plus facile maintenant, mais il faut quand même prendre le vol jusqu'à Varsovie. Ensuite, la voiture, passer la frontière. Et jusqu'à Kiev, ça va à peu près. Et puis ensuite, bien là, ça devient difficile. Ils étaient à Kherson sur le front il y a quelques jours. Ils sont allés jusqu'à vraiment le bout du saillant de Kramatorsk. Aujourd'hui, ils activaient régulièrement une balise GPS pour qu'on sache exactement ce qui se passait. Mais au-delà des considérations un peu électroniques, il y avait toujours ce petit message avec la rédaction en chef ce matin. Voilà, Caroline Hervy avait eu Maxime pour parler un peu de l'angle du jour, mais aussi pour demander un peu comment ça va. Il y a une boucle WhatsApp. L'angle du jour, l'histoire à raconter aux gens. Voilà, mais aussi tout simplement comment ça va, vous avez bien dormi. Il y a une boucle WhatsApp là-dessus où je vois encore, hier ou avant-hier, il y avait une petite vidéo de Fred qui faisait le clown devant une voiture. Voilà. Et ensuite, eh bien, on part, une fois qu'on s'est dit qu'il y avait une bonne histoire à raconter. On se tâte un peu, on pourrait aller sur un convoi humanitaire qui part dans la zone la plus dangereuse d'Ukraine. On discute à 3, parce que la 3e personne dans ce genre d'équipe est ultra importante, c'est le fixeur, ou en l'occurrence Oksana, la fixeuse. Donc c'est la traductrice, la journaliste qui les accompagne, plus que ça, celle qui connaît tout, qui en plus, et il faut, on l'a peut-être pas assez dit aujourd'hui, prend des risques, parce qu'elle vit en Ukraine, et sa famille aussi vit en Ukraine. Oksana Leuta. Oksana Leuta. Et donc elle prend des risques pour elle et pour sa famille. Et puis, ensuite, c'est... un peu au nez, est-ce que on sent que ça va bien se passer cette journée-là ou pas? Et faut vraiment, moi j'ai le souvenir de ma première mission en zone de guerre. Lorsque vous ne savez pas, vous imaginez un peu les guerres napoléoniennes avec 2 fronts très distincts et on va avancer. Puis à un moment, on va voir soit le front d'une partie, soit le front ennemi. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et donc on n'est pas là à vouloir prendre des risques. Absolument, ce sont les risques qui arrivent. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, puis boum, il y a un bombardement qui arrive. Donc on a beau prendre toutes les précautions d'usage, on le rappelle, ils étaient casqués, ils avaient un gilet pare-balles, ils sont assurés, ils avaient leur fixeuse. Le véhicule était blindé. Et on voulait aussi vous raconter, Frédéric, son caractère, sa passion. Il y a plusieurs photos, notamment, qui ont été mises en ligne par Maxime Brandstätter, son binôme, son coéquipier, qui nous racontait les coulisses de leur mission. Alors là, voilà, c'est ce qu'écrivait Maxime. Il y a eu des bruits d'explosion dans Mykolaiv. On interrompt le montage et on sort dans le couloir pour s'éloigner des fenêtres. C'était l'autre photo. Sergueï, un Ukrainien, reste dans sa chambre. De toute façon, c'est la roulette russe, soupire-t-il. C'était les propos rapportés par Maxime à propos de ce Sergueï. Et puis cette photo que vous voyez, plusieurs grosses explosions à l'instant à Mykolaiv. Les autorités évoquent des bombes à sous-munitions. Par sécurité, on continue le montage dans le couloir.
J'aimerais bien qu'on remette juste l'autre photo que j'aime particulièrement parce qu'on voit son sourire. On a un moment où j'ai l'impression que cette femme à côté a peur et il est là et il a toujours cette présence rassurante. Je ne sais pas comment vous pourriez nous le raconter, Antoine Forestier. Vous étiez allé plusieurs fois en mission sur le terrain avec lui. Ouais. Pas ce type de mission. Je n'ai pas vécu ce qu'il a vécu avec Maxime, mais je pense que ça a été très fort entre eux. Il était très ravi de retourner en mission avec lui sur ce terrain-là. Moi, c'est les photos qui sont là, que je vous ai envoyées et qu'en effet, je trouve très belles. Donc, c'est des missions pendant le confinement à Mulhouse. Là, c'était une rave party à Dijon, etc. Mais on a aussi fait des terrains un peu compliqués, des manifestations de gilets jaunes qui pouvaient parfois être compliquées, dégénérées. Mais c'est quelqu'un avec qui on adorait travailler parce que c'était hyper rassurant. On savait que c'est pas quelqu'un qui allait prendre plus de risques que ça lorsqu'on allait l'accompagner. Avec Fred, c'était carré. Il y avait quelque chose comme ça. Mais clairement, je le disais tout à l'heure, mais quand on voyait sur la feuille de tournage, on reçoit la veille par mail, on voyait son nom à côté, on était content d'aller bosser avec lui. Même si le sujet du lendemain n'allait pas forcément nous passionner, ça arrive dans la vie d'un journaliste de ne pas être passionné par un reportage. C'est avec Fred, cool, je suis ravi d'y aller avec lui. Et c'est hyper dur de voir ces photos-là. On savait que nos collègues prennent des risques, sont sur un terrain qui est risqué, mais lui, il avait envie d'y aller. Il y était allé une première fois, plus de 2 semaines, je pense. Il y a eu ce stage aussi que vous avez fait. Racontez-nous ce qu'on appelle la troisième photo. La troisième photo, ce qu'on appelle le stage commando. Qu'est-ce que c'est en fait ? En fait, comme on est très nombreux à devoir partir sur le terrain, je crois qu'il y a plus d'une trentaine de journalistes de BFM TV qui sont déjà allés sur le terrain de guerre. On nous a proposé une formation pour stage de survie en zone hostile. Et Frédéric s'est tombé pile poil entre ces 2 missions. On était 7 journalistes à le faire. C'était il y a un peu plus de 2 semaines, juste avant qu'il reparte. Et c'est pour apprendre à avoir les bons réflexes. Et c'est terrible parce que quand je regarde les dernières photos que j'ai de Frédéric sur mon téléphone, on est en train de faire la position latérale de sécurité, d'apprendre à poser un garrot, apprendre tout ce genre de choses. Et pendant ce stage, il a eu un coup de fil de la rédaction qui lui dit « Est-ce que tu veux repartir ?» Maxime était d'accord pour repartir. Lui était ravi de repartir avec Maxime. Et comme beaucoup d'équipes qui sont déjà parties, il était ravi de repartir sur le terrain et d'aller raconter ce qui se passe sur place. Et ça me semble important d'insister sur ce stage. C'est-à-dire que Ulysse, il y a tout cet accompagnement qui est fait pour que la mission ensuite se passe au mieux sur le terrain. Oui, non, mais c'est absolument indispensable, effectivement, d'apprendre les gestes qui sauvent. Par exemple, quand vous vous trouvez dans un taxi, est-ce que vous mettez votre ceinture ? Vous savez qu'il y a plus de journalistes tués dans des accidents de voiture que par les balles de l'ennemi ou par l'éclat d'un obus. Donc, il y a des réflexes absolument indispensables. Faire un garrot, ça a sauvé bien des vies au cours des missions. Et ça permet surtout finalement de ne pas être surpris par la guerre lorsqu'elle vous tombe dessus et d'avoir un minimum de formation. Et ça, c'est très important et c'est une pratique maintenant qui est généralisée dans toutes les grandes rédactions où tous les journalistes qui partent sur le terrain de guerre passent cette formation avec des experts, d'anciens militaires, des gens de la Croix-Rouge ou des organisations humanitaires qui ont l'habitude des zones de conflit et qui peuvent apprendre beaucoup avant d'affronter la réalité. Michel Goya, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'endroit où le drame a eu lieu ? Il est mort sur la route entre Lysychansk et Bakhmout. Oui, alors c'est la zone actuellement sans doute la plus critique, la plus difficile sur le théâtre ukrainien. La ville de Severodonetsk et Lysychansk en fait sont quasiment accolées, sont séparées par juste la rivière Donetsk, constituent l'objectif actuel des forces russes sur laquelle ils concentrent une grande partie de leurs moyens. Et cette ville de Lysychansk et Severodonetsk n'est plus reliée pratiquement au reste de l'Ukraine que par une seule route qui passe par Bakhmout et puis après qui va vers Kramatorsk, etc. Et donc c'est une sorte de chaudron qui en passe peut-être d'être encerclé par les forces russes. Et dans ce chaudron, évidemment, autour de ce chaudron, il y a peut-être un tiers de toutes les forces russes qui sont en Ukraine, qui sont là, et une tiers de leur artillerie. Et c'est une zone qui peut être quasiment frappée partout, et qui l'est, on le voit bien, frappée par l'artillerie à tout moment. Donc c'est certainement, oui, la zone actuellement la plus dangereuse d'Ukraine. Il vous disait pourquoi c'était important pour lui d'aller en Ukraine ? Il avait déjà un gros doute est-ce que BFM allait accepter qu'il parte, parce qu'il faut dire que Frédéric Le-Clérimov, il est pigiste. Pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, dans la profession, ça veut dire qu'il est payé à la journée de travail par BFM. C'est un statut
qu'il aimait bien parce que ça lui laissait une grande liberté dans sa vie de tous les jours, à pouvoir venir bosser quand il voulait, et aller à d'autres activités. Le reste du temps, il partait faire des treks en montagne pendant quelques mois, on n'avait plus de nouvelles, puis on le revoyait à la rédaction, on était content de le revoir et rebosser avec lui. Bref, et ce qui est important, c'est qu'il se disait, tiens, je suis pigiste, c'est pas moi qui vont envoyer. Et nous, on disait, Fred, en fait, tu as de l'expérience, certes pas énormément d'expérience en terrain de guerre, mais tu as fait plein de terrains. Il suffit d'envoyer un mail, à mon avis, ça va bien se passer. C'est ce qu'il a fait. Marc-Olivier Fogel le racontait tout à l'heure, il a juste envoyé un mail en disant, j'ai envie d'aller là-bas, j'ai envie de documenter, comme tu disais, de montrer ce qui se passe, d'aller donner la parole aux gens sur place. Est-ce que c'est possible? Et la réponse de la rédaction a été quasi immédiate. Et je pense que 3-4 jours après, il était dans l'avion, il partait pour Varsovie, il faisait sa première mission. Là où il a commencé à apprendre, à fixer les limites avec Maxime, et avec leur fixeur ou fixeuse, je ne sais pas avec qui ils ont bossé la première mission. Ah oui. Et c'est comme ça qu'il a eu sa première expérience. Et comme la plupart des reporters qui reviennent, au bout de 2 semaines, quand moi j'ai échangé avec lui après sa première mission, il avait déjà envie d'y retourner. Alors nous, on est surpris quand on n'y est pas allé, on se dit tiens, c'est un terrain difficile, et hop, la première chose qu'il nous dit, c'est je viens de revenir parce qu'il faut se reposer, parce que c'est très costaud, mais il avait déjà envie d'y retourner. Entre-temps, il y a eu le stage dont on a parlé tout à l'heure, et quand il a eu le coup de fil de la rédaction pour lui proposer d'y aller, il avait un sourire jusque-là. Il était hyper content d'y retourner. C'est la réalité de la guerre, Ulysse, et en même temps, c'est aussi la noblesse de ce métier. Enfin, je regarde avec beaucoup d'admiration ces reporters qui ont le courage d'aller en Ukraine. C'est un choix à faire. Oui, je me demande si c'est pas ce qu'il y a de plus noble dans notre métier de journaliste. Oui, c'est un choix. C'est la volonté d'aller finalement faire le métier qu'on exerce dans les conditions les plus difficiles, mais aussi les plus excitantes d'une certaine manière, parce que aller au front, c'est quand même une part d'aventure, d'adrénaline. C'est frôler la mort plusieurs fois dans la même journée. Pas forcément vu comme ça, non, mais c'est quand même, si vous voulez, le métier de reporter, c'est le fait de partir avec sa caméra et d'aller là où l'événement se produit. Et là, l'événement, c'est la guerre. Ça peut être un autre événement ailleurs, ça peut être au coin de la rue aussi, mais le reportage de guerre, c'est évidemment le plus noble, le plus dangereux aussi. Et le prix à payer est souvent très élevé. Et les journalistes français sont nombreux à avoir payé ce prix-là. Mais regardez des pays comme le Mexique où il y a des journalistes qui sont tués quasiment toutes les semaines pour avoir raconté faire des reportages sur le trafic de drogue. Donc le reportage de guerre a vraiment quelque chose de particulier parce qu'il touche finalement à l'essentiel, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui se battent, qui sont tués, qui sont pris en otage, qui sont torturés. Et cette guerre en Ukraine, elle est d'autant plus importante que elle nous touche, nous, maintenant, directement. On est à 2 heures de Paris. Et ce qui est important avec Frédéric, c'est que c'était la nouvelle génération. Vous savez, chaque guerre a sa génération de reporters. Il y a eu ceux qui ont fait la guerre d'Algérie, ceux qui ont fait la guerre d'Irak, la première, la deuxième, la guerre en Yougoslavie. Et puis, il y avait cette guerre en Ukraine qui est arrivée comme ça, avec des jeunes reporters dans la rédaction de BFM qui n'avaient jamais couvert auparavant de tels conflits avec autant de risques. Et c'était cette génération-là qui l'incarne, c'est-à-dire celle qui a découvert ce métier de reporter de guerre à l'occasion de l'Ukraine. Et évidemment, cette génération va être marquée par sa disparition. Mais en réalité, il y a une bonne trentaine de journalistes à BFM TV qui sont partis au même moment ou qui vont partir à échelon régulier pour aller essayer de nous raconter ce qui se passe et qui nous amènent tous les soirs dans nos petites lucarnes ou sur nos ordinateurs, sur nos portables, des images qu'autrement on ne verrait pas. Et j'aime beaucoup l'expression qui a été employée tout à l'heure, le risque, si on tue les journalistes, d'où qu'ils viennent, quels qu'ils soient, des pigistes, des indépendants aussi, qui font aussi un travail remarquable. Parfois, les indépendants payent le prix le plus cher parce qu'ils ne sont pas soutenus par une rédaction et ils se retrouvent parfois au milieu de nulle part en grande difficulté. Mais ils empêchent finalement que cette guerre ait lieu à huis clos. Et on voit bien que c'est un enjeu essentiel de pouvoir savoir ce qui se passe et sans filtre de propagande, avec des yeux indépendants et des journalistes qui font leur métier jusqu'au bout. On va écouter la ministre des Affaires étrangères qui s'exprimait tout à l'heure sur ce point. Elle est en Ukraine. Je voulais vous dire aussi mon respect. Votre travail est indispensable, mais s'il vous plaît, faites attention. Voilà. Nous sommes dans un pays en guerre. Mesurez toujours la nécessité d'informer et les risques que vous prenez le plus justement possible. On va écouter maintenant les précisions apportées par Marc-Olivier Fogel.
Chaque fois qu'un journaliste disparaît, il y a une sorte de débat un peu nauséabond qui réapparaît sur est-ce que c'est leur place d'être sur des terrains de guerre, est-ce que finalement ils prennent pas des risques inconsidérés. C'est non seulement leur place, mais c'est leur mission et c'est notre fierté, comme le disait la maman de Frédéric. Quand il a fait acte de candidature pour partir en Ukraine, c'était sa deuxième mission. Il m'a fait un mail pour m'expliquer pourquoi il voulait partir. Il y avait rien évidemment de tête brûlée. C'était pas la recherche de l'adrénaline, c'était pas la recherche du danger. Oui, des émotions malsaines. Rien de tout ça, c'était le récit d'une page de l'histoire qui s'écrirait sous ses yeux. C'est ce qu'il a voulu raconter et il est mort pour ça. C'est très compliqué une fin de mission dans une zone de guerre parce qu'on a quand même un sacré soulagement selon les zones, certaines vraiment compliquées lorsque vous revenez d'Afghanistan en 2009-2010. Vous êtes vraiment content de quitter l'espace aérien afghan. Et puis il y a d'autres zones, et je pense singulièrement à l'Ukraine, où vous êtes en train de regarder par le hublot et vous dites en fait je les laisse tomber, j'ai juste sauté à pieds joints dans une situation qui était difficile, qui n'est pas celle de la guerre aujourd'hui, mais qui était difficile, le Maïdan, l'annexion de la Crimée, etc. Et vous dites, bon en fait j'ai juste profité pendant 15 jours, j'ai fait mon vampire en prenant toutes les histoires, et je repars et je les abandonne, ces gens-là. Et forcément ce sentiment de vouloir revenir très vite, il arrive aussi de façon extrêmement rapide, et en même temps se dire j'y retourne et je sais ce que c'est, je vais devoir reprendre des risques, je vais en parler à ma compagne ou à mon compagnon, je vais en parler peut-être à mes enfants et se remettre un peu dedans. C'est un sacré parcours psychologique, mais quand vous savez que votre copain avec qui vous êtes parti la première fois est prêt à repartir parce que c'est vous, ça vous rend très fort. Nous rendons hommage à notre collègue Frédéric Leclerimoff qui est mort aujourd'hui sur le terrain en Ukraine alors qu'il faisait son métier, nous informait sur la guerre. Frédéric avait 32 ans. Cela faisait 6 ans qu'il travaillait pour BFM TV. En tant que pigiste, il tenait à ce statut de pigiste. C'était sa liberté toute revendiquée. Frédéric, accompagné de Maxime Brandstetter et Oksana Leuta, leur traductrice. Maxime est légèrement blessé. Oksana s'en sort indemne. C'était la deuxième mission de Frédéric en Ukraine. Nous pensons fort à sa famille, à ses amis. La Société des journalistes de BFM TV lui rend hommage à travers ses phrases. Frédéric était joyeux, enthousiaste, bienveillant, courageux et un formidable journaliste. Nous sommes fiers et chanceux d'avoir pu travailler avec lui, fiers aussi de l'avoir connu. Et cet hommage continue ce soir sur BFM TV.